Bonjour à tous. Je remercie la FPSSU de m'avoir invité. Donc, je vais essayer de vous faire un panorama pour l'enseignant de ce qu'est l'épilepsie dans ses différentes dimensions. Alors, j'aime bien cette citation qui est malheureusement trop vraie du président de l'association canadienne sur l'épilepsie. Alors, l'épilepsie, c'est une maladie qui débute aux âges extrêmes de la vie. Et donc, vous voyez pourquoi les enfants sont largement concernés. Alors, je vais essayer de vous dire un petit peu en quoi consiste l'épilepsie. Donc, l'épilepsie est faite de crises d'épilepsie. Une crise d'épilepsie étant due à l'activation anormale de neurones indépendamment du contrôle de l'individu. Donc, en fonction des populations de neurones concernés et de leurs fonctions habituelles, on peut avoir des signes de nature différente, des signes moteurs, des signes sensitifs, etc., qui sont évidemment transitoires à début et fin plus ou moins brutales. Donc ici, c'est un petit rappel des différentes aires du cerveau avec leurs fonctions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc vous avez des régions qui gouvernent la motricité, l'audition, la vision, etc. Donc on peut, lors de la crise, de façon... on peut avoir une activité réminiscente des fonctions habituelles des régions cérébrales concernées. Ceci étant, c'est modulé par le fait que, en fonction de la crise, vous allez avoir une conscience plus ou moins préservée. Et donc, très schématiquement, on distingue ce qu'on appelle les crises généralisées, où les deux hémisphères vont être très rapidement impliqués et qui se caractérisent par le fait que le sujet va d'emblée perdre connaissance, va être inconscient, et ceci pendant toute la durée de la crise, qu'on oppose aux crises focales, où en fonction du type de crise focale, je ne vais pas rentrer dans les détails, le sujet peut être conscient au moins en partie pendant la crise. Bon. Donc ça veut dire que lors de certaines crises, le sujet est complètement inconscient et donc ne se rend pas compte vécu de l'intérieur de la crise, mais il peut se rendre compte dans ces cas-là de ce qu'on appelle la phase post-critique, c'est-à-dire qu'une crise, c'est un petit peu une activité extrêmement importante du cerveau, et après, tout se passe comme si le cerveau était crevé, et le sujet émerge progressivement, ça ressemble un petit peu à sortir d'une anesthésie générale. Voilà, donc schématiquement, ce qui se passe et ce qui vous est schématisé par les lignes de couleur, dans une crise généralisée, vous allez avoir une activité électrique qui très rapidement va diffuser à l'ensemble de ces circuits qui sont répartis dans les deux hémisphères. Donc traduction, conséquence, perte de conscience. À l'inverse, vous avez des crises focalisées où la décharge épileptique va débuter, l'activité électrique va débuter dans une région donnée du cerveau et pouvoir se propager, mais localement, c'est-à-dire en restant dans le même hémisphère, et à d'autres moments, l'activité électrique va se propager en traversant la région interhémisphérique et diffuser à l'autre hémisphère. Auquel cas, vous aurez une résolution de la conscience. Voilà. Alors maintenant, je vais me donner la parole parce que le hasard fait que je suis moi-même un ancien enfant épileptique, avec la particularité d'avoir même eu 2 épilepsies, ce qui m'a permis de vivre de l'intérieur différents types de crises. Par exemple, j'ai fait ce qu'on appelle une crise rolandique il y a près de 50 ans. Bon, c'est une crise qui se caractérise par, en pleine conscience, le fait de ne plus pouvoir parler. Donc, je peux, et je m'en sers d'ailleurs quand je fais cours sur le sujet, je peux raconter, même si avec le temps, mon souvenir a tendance à s'estomper, le vécu de l'intérieur d'une crise rolandique. En revanche, j'ai fait aussi énormément d'absences, mais les absences se caractérisent, et je regrette que j'ai une vidéo, mais elle ne passe pas. Donc, lors d'une absence, vous avez le sujet qui, tout d'un coup, de façon brutale, va avoir une résolution de conscience qui va se finir de façon tout aussi brutale, sans qu'il y ait absolument d'autres signes, tels que des mouvements, des phénomènes moteurs. Et ces ruptures de contact ont d'autres particularités. Elles sont brèves, de 4 à 20 secondes, mais elles se reproduisent par dizaines, voire par centaines de fois pendant la journée. Donc ici, il n'y a pas de phase post-critique.
Et comme le sujet est totalement inconscient pendant l'absence, de l'intérieur, il ne se rend compte strictement de rien. Et ce qu'on ne trouve jamais dans les livres de médecine, c'est que moi j'ai vécu quand même de façon un petit peu troublante, c'est qu'on parlait d'absence, alors que moi les absences, je ne m'en rendais absolument pas compte. Et la première traduction concrète d'une absence que j'ai pu noter, c'est vers l'âge de 25 ans, alors que je ne faisais plus d'absence depuis près de 15 ans, en rangeant le grenier chez mes parents, je suis tombé sur un cahier de CE2 dans lequel manifestement j'avais fait une absence dite avec automatisme. Bon, il y a plusieurs variétés, puisqu'il se trouve que lors de certaines absences, le sujet peut continuer une activité qui était en cours au moment où débute l'absence. Et moi, bon, quand j'avais 8-9 ans, j'étais dans une école traditionnelle où on apprenait encore à écrire au porte-plume, à la langue violette. Et donc, on voyait sur ce cahier l'écriture se déformer, sortir des lignes, et la ligne se terminait par un gros pâté. Voilà, donc 15 ans après, la traduction visible, pour moi, d'une de mes absences. Voilà, donc la vidéo ne passe pas. Donc, en fait, vous comprenez, vous pouvez concevoir à partir de là que l'activation de certaines régions cérébrales va pouvoir avoir une influence sur la nature des symptômes et aussi sur les conséquences. Parce que même si les absences sont totalement inoffensives pour le cerveau, on peut comparer les choses de par leur grande fréquence, même si elles sont individuellement brèves. C'est un petit peu comme si on vous projetait un film et qu'on vous coupait par-ci, par-là des petits bouts de 4 à 20 secondes, mais des dizaines de fois. Donc, même si vous comprenez, vous entendez le reste du film, il se peut très bien qu'à ce moment-là, vous manquiez des informations capitales et qu'à l'arrivée, le rendu du film soit très perturbant et que vous ayez raté des choses importantes. Le problème, c'est que dans l'épilepsie, vous avez aussi le fait que, entre les crises, certaines régions du cerveau puissent rester perturbées de la même façon qu'immédiatement après la crise, le cerveau est complètement crevé et tourne un petit peu au ralenti. Et donc ça, cette activité de l'entrecrise, cette non-récupération partielle de certaines régions cérébrales, elle permet aussi d'expliquer pourquoi les enfants, entre les crises, puissent également subir des conséquences cognitives, voire psychologiques, donc qui peuvent refléter là aussi, comme tout à l'heure, les régions cérébrales concernées et donc leurs fonctions correspondantes, mais également avoir d'autres conséquences qui sont moins évidemment explicables, je vais y revenir. Donc finalement, pour parler des fonctions cognitives et du retentissement cognitif de l'épilepsie, on va pouvoir avoir plusieurs facteurs qui peuvent intervenir. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le problème que ça pose, c'est que sur certains facteurs, on peut plus ou moins intervenir et pas sur d'autres. Donc, par exemple, j'ai parlé des variables liées aux crises, mais les traitements peuvent aussi, au titre de leurs effets indésirables, induire des conséquences cognitives. Et puis, vous avez d'autres variables, telles que liées à la maladie causale de l'épilepsie, qui peuvent avoir des conséquences cognitives, alors qu'à contrario, vous avez des épilepsies bénignes qui n'ont aucune conséquence cognitive. C'est mon cas, et c'est ce qui explique que même plus de 40 ans après, je n'ai aucune séquelle cognitive de mes épilepsies. Donc, on parle de syndrome épileptique, c'est-à-dire certaines épilepsies sont bénignes, alors que d'autres ont autrement de conséquences. Schématiquement, l'âge de début intervient dans le sens où plus une épilepsie débute tôt et plus elle est néfaste. La cause de l'épilepsie, si vous avez une cause organique, anatomique, telle qu'une malformation, vous allez avoir souvent des conséquences, à la différence d'une épilepsie génétique, ce qui est mon cas, même si j'en avais même 2. Le retentissement des crises, donc la durée des crises, leur fréquence, le fait qu'elles soient regroupées dans le temps peut également intervenir. Et puis, les choses sont plus douteuses en ce qui concerne les activités sur l'électroencéphalogramme dans l'intervalle des crises. Alors, les principales difficultés cognitives qu'on peut rencontrer et qui ne sont pas expliquées directement par des fonctions liées à telle ou telle région cérébrale sont la lenteur, le manque d'attention, des troubles mnésiques, des troubles du langage,
des difficultés exécutives. Donc ce qu'on appelle les fonctions exécutives sont les fonctions de programmation, de résolution de problèmes, de planification d'une tâche en fonction des données. Et puis on peut avoir également des difficultés de perception visuo-spatiale. Il peut y avoir des difficultés psychosociales qui sont de deux types, qui sont également les conséquences des crises et ou des altérations intercritiques ou de la cause de l'épilepsie. Vous avez aussi des conséquences qui sont liées au vécu par le sujet de son épilepsie. Et puis vous les avez malheureusement, ce à quoi faisait référence Rajendra Keil, le regard de la société, d'autrui, qui peut expliquer des choses aberrantes et stupides comme la stigmatisation. Et je vais à nouveau faire référence à mon cas personnel. Ma propre mère, qui était enseignante spécialisée, m'a donné cette injonction à laquelle je suis en train de désobéir publiquement. À l'époque, fin des années 60, moi-même, je n'étais pas suivi par un neuropédiatre, mais par un neurologue adulte. Et lors d'une consultation, il a dit à mes parents, devant moi, ce que vous pouvez lire, le plus débile n'étant pas celui qu'on croit, le plus débile des deux. Et moi, ce qui m'amuse aussi, c'est les interdictions que j'avais à l'époque qui ne sont plus les interdictions d'aujourd'hui. Par exemple, j'avais comme interdiction, je ne devais pas plonger, je ne devais pas grimper aux arbres. Et à l'époque, on ne vous parlait pas des jeux vidéo, puisqu'il n'y avait pas de jeux vidéo en ce temps-là. Alors par exemple, moi, chez mes parents, il y avait un très grand jardin suivi d'un verger, et j'adorais grimper aux arbres. Bon. Et donc l'été... j'allais exprès dans le verger et je passais une grande partie de mon été à grimper dans les arbres. Et je disais à mon frère qui restait en bas parce qu'il était plus trouillard, tu surveilles que nos parents n'arrivent pas. Voilà, et je suis toujours vivant. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'au-delà de toutes les données théoriques sur l'épilepsie, c'est important que les professionnels de santé, parce que ce n'est pas toujours malheureusement les mieux informés, mais aussi tous les professionnels qui peuvent être impliqués dans le suivi ou simplement côtoyer des enfants épileptiques, connaissent bien, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, les différents points que je n'ai fait que survoler ou évoquer, afin de pouvoir tenir une attitude, d'avoir une attitude adéquate et conforme aux données individualisées pour un enfant donné. Donc, il faut s'intéresser à la scolarité des enfants épileptiques. Quand il y a des difficultés cognitives, il faut toujours les évaluer, les préciser pour en connaître la nature et l'intensité. Donc, c'est le rôle des neuropsychologues. Et sachant que cette évaluation, elle est en grande partie temps dépendante, c'est-à-dire c'est un reflet de ce qui se passe au moment où l'évaluation se fait, et elle peut être perturbée par une crise récente, par le fait que l'enfant est dans une période où il fait beaucoup de crises, qu'il y a eu un changement de traitement récent, et ainsi de suite. Donc il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Donc en fait, comme souvent dans toutes les pathologies chroniques fonctionnelles, il faut avoir une vision dynamique de l'enfant et de ses capacités, de ses désirs, et l'objectif étant pour le futur de maintenir des objectifs scolaires réalistes et ambitieux. Alors à titre de donner une conclusion, dans le service, on a créé depuis quelques mois ce qu'on appelle la clinique de l'épilepsie, qui est une structure où des infirmières et un médecin qui se sont consacrés à cela accueillent un enfant avec ses parents épileptiques pour essayer d'écouter les questions spécifiques qu'ils peuvent avoir sur leur ressenti de l'épilepsie, sur des questions pratiques au quotidien. Et puis, elles ont un certain nombre de documents pour leur expliquer et répondre à leurs questions pratiques. Je vous remercie.